Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons la mobilité, les nouveaux modes de transport et de déplacement, le covoiturage et les nouveaux modèles économiques qui ne font pas que des heureux dans ce domaine. C'est que le sujet est sérieux tant par les impacts environnementaux de ce qui ne constitue au final que des tas de ferraille, mais avec lesquels la plupart d'entre nous entretiennent des relations culturelles à forte valeur ajoutée, que par les impacts économiques, puisque selon le comité des constructeurs français d'automobiles, près de 10% de la population active occupée dépend de cette même automobile. À Nancy, la société Covivo Rouler Malin est spécialisée en ingénierie de la mobilité. Elle lance Covi Event, un tout nouveau service libre et gratuit de covoiturage pour les réunions et événements privés. Mathieu Jacot, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir dans les locaux de votre société Covivo Rouler Malin à Nancy que vous avez créé en mai 2009. Comment pourriez-vous, Mathieu Jacot, présenter l'objet de Covivo Rouler Malin ? Notre métier et l'objet de notre activité, c'est d'optimiser la mobilité, c'est-à-dire capter les informations sur l'offre de transport pour diminuer globalement les déplacements, je dirais motorisés et émetteurs de CO2. Ça génère moins de CO2, mais c'est aussi l'objectif de diminuer les dépenses de déplacement de transport qui pèsent très lourd sur les budgets des collectivités locales et qui pèsent aussi très lourd sur le budget des entreprises. C'est souvent le deuxième budget après les salaires pour toutes les entreprises de services. Est-ce qu'on peut dire, Mathieu Jacot, que c'est une forme d'ingénierie de la mobilité ? Oui, complètement, c'est exactement ça. On travaille sur des systèmes d'information, donc c'est souvent du logiciel ou du service Internet pour optimiser les déplacements et les services de transport. On va rentrer avec vous dans le détail de l'activité de votre société Covivo Rouler Malin, parce que l'enjeu aujourd'hui est de taille. Oui, le secteur du transport va être celui dans nos vies qui va être le plus transformé du fait de cette affaire de changement climatique. On a aujourd'hui un secteur du transport qui émet 40% des émissions de gaz à effet de serre dans un grand nombre de pays. Il est bien sûr en très très forte croissance et il est dépendant du pétrole à 95%. Alors aujourd'hui dans le monde, il y a 1 milliard de voitures. Bien évidemment, le taux de motorisation des ménages est bien supérieur en Europe que dans les autres pays. On a en Europe 600 voitures pour 1000 habitants. C'est 7 fois plus qu'en Chine, 40 fois plus que donc en Afrique subsaharienne. C'était Pierre Radane, expert en énergie et climat, dans une émission intitulée « C'est pas du vent » sur RFI en 2015. Mathieu Jacot, Pierre Radane donne ici la mesure de l'enjeu. Est-ce qu'on peut dire aussi que la société Covivo Rouler Malin donne ou apporte en quelque sorte des clés, des réponses à cet enjeu ? Oui, complètement, surtout que les propos de Pierre Radane ont déjà quelques temps et que... Il est toujours d'actualité. Il est toujours d'actualité et les enjeux sont monstrueux. Il rappelait le nombre de véhicules qui circulent chaque jour, les effets en termes de pollution atmosphérique, les effets sur la santé, les enjeux économiques que cela soulève. Et nous, on part d'un constat simple, c'est que on s'est battu pendant des années et on continue à se battre pour diminuer les émissions des moteurs, de nos véhicules, de nos chers véhicules. Et pour gagner 5 grammes, c'est des investissements faramineux. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est peut-être le véhicule électrique, mais ça repose toute la conception globale du schéma de transport, puisque c'est comment on produit l'énergie, l'enjeu. C'est pas le tout de dire on met des véhicules électriques. Donc quand on parle d'émissions de CO2, c'est vrai que c'est un peu réducteur. Il faut voir les émissions complètes, y compris dans la fabrication du véhicule. Donc ça, c'est l'enjeu pour le véhicule électrique. Ce qu'on appelle la matière grise. Exactement. Et donc l'enjeu pour nous, c'est d'apporter des solutions concrètes et travailler sur la motorisation, c'est très bien, c'est ce sur quoi les constructeurs essentiellement travaillent. Nous, on travaille sur les systèmes d'information, l'information liée aux véhicules, au transport de manière générale. Et le concept est simple, c'est la base de la création de notre activité. Quand
on essaie de mettre, quand on met 2 personnes dans une voiture, on divise par 2 les émissions de CO2, là où on a bien du mal parfois à gagner 5-10% d'émissions de CO2. Donc, pour bien comprendre l'activité de Covivo Rouler Malin, Mathieu Jacot, est-ce qu'on pourrait donner un exemple alors, on dit souvent un exemple concret, un exemple est toujours concret par définition, et quelque chose de très pragmatique, parce que votre activité, c'est la prestation de services dans la mobilité, pour que l'on comprenne bien, de façon très simple, de quoi vit la société, et vous, le dirigeant notamment, et vos collaborateurs et associés et salariés, quelle est la dimension pratique de votre activité? Oui, alors on a commencé notre activité en proposant des services de covoiturage, une plateforme globale. Donc il y a plusieurs modèles économiques en fait dans le domaine de la mobilité. Le modèle économique sur Internet, le plus ancien, c'était souvent la publicité associée à la fréquentation sur les sites Internet. C'est-à-dire que le site est gratuit, la prestation est gratuite, mais elle est financée par la publicité parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient visiter le site. Exactement. Donc ce sont des modèles qu'on voit de moins en moins sur Internet. Le modèle qui a le vent en poupe et qu'on retrouve un peu partout, c'est ce qu'on appelle maintenant les places de marché, et notamment dans le domaine de la mobilité, c'est très puissant. Il y a de l'offre, il y a de la demande, il y a une mise en relation entre 2 personnes ou 2 activités ou 2 acteurs économiques, et on va prélever une commission sur cette mise en relation, sur le chiffre d'affaires qui passe de l'un à l'autre. Voilà, ça, c'est les plateformes. Ça, c'est une rémunération pour le service rendu en quelque sorte. Exactement. On peut citer là, j'imagine, dans le domaine du covoiturage, Mathieu Jacot, évidemment, la référence qui vient à l'esprit, c'est Blablacar. Bien sûr, donc Blablacar est tout à fait sur ce modèle-là. Blablacar a été créé en 2006, nous on est arrivé en 2009, et donc ils ont réussi à faire un changement de modèle économique autour de l'année entre 2011-2012, où vraiment leur service est devenu payant, donc ils sont devenus une place de marché. Et nous on est resté sur un autre modèle économique, qui était le modèle de Blablacar avant qu'il se développe ce modèle de place de marché, qui est un modèle de prestation de service, c'est-à-dire qu'on a des compétences, on a du service, un système d'information qui peut être général, accessible au public, mais par contre, on va avoir des besoins particuliers sur certains territoires, on va avoir des besoins particuliers dans certaines entreprises, des enjeux qui vont différer d'un pays à un autre, d'une région à une autre, d'une entreprise à une autre. Pour des entreprises pour lesquelles la mobilité est un poste, une dépense importante, je ne sais pas, je pourrais penser par exemple à la Poste, avec ses véhicules, tous les gens, toutes les activités, privées ou publiques du reste, qui ont une flotte et des véhicules et de la mobilité réelle et physique. Exactement. Donc on a développé des services pour faire du covoiturage, par exemple, d'entreprise. C'est un des enjeux, et on travaille par exemple avec les collectivités locales qui sont en train de se regrouper, les fameuses grandes régions, donc qui ont généré finalement beaucoup plus de déplacements. Donc c'est un des paradoxes. On fait des grandes régions pour faire des économies, et on se rend compte qu'on fait beaucoup plus de déplacements pour faire des réunions. Donc nous, on intervient là pour dire, est-ce qu'il faut vraiment faire le déplacement? Et si on le fait, est-ce qu'on peut mutualiser un certain nombre de choses? Donc c'est vrai au niveau du covoiturage, mais c'est vrai aussi au niveau de ce qu'on appelle l'autopartage, c'est-à-dire la mutualisation des véhicules de service dans l'entreprise. Et puis c'est vrai aussi à la rationalisation de l'utilisation des vélos, de la marche à pied et des transports en commun. Combien de salariés aujourd'hui, Covivo Rouler Malin? C'est 8 personnes. Néanmoins, les covoitureurs qui occupent donc cette niche, ils n'ont pas un modèle économique encore assuré, quoi. Le plus gros d'entre eux, covoiturage.fr, il vit comme beaucoup d'entreprises de la nouvelle économie en levant des fonds régulièrement, mais il a été le premier à pouvoir mettre la transaction payante systématique, mais ce n'est pas forcément souhaitable. Il y a des concurrents à lui qui refusent de mettre comme préalable une connexion et du coup le paiement d'un abonnement au service, parce qu'il y a plein d'utilisateurs qui préfèrent d'abord se mettre en relation par téléphone et après ils concluent un deal en disant on va faire le trajet. Et donc ces deux visions du service ne sont pas forcément compatibles, mais du coup ça pose la question de l'interopérabilité. Et en amont, quand un territoire veut disposer de covoiturage, en plus de l'action d'animation, généralement il fait développer un site spécifique à son territoire. Le propos de Yannick Papet, ingénieur territoire à l'ADEME Rhône-Alpes. L'ADEME, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui s'exprimait là lors d'un atelier le 27 septembre 2012 a dit
dans le cadre des 2e rencontres nationales énergie et territoires ruraux vers des territoires à énergie positive, Mathieu Jacot vient corroborer ce que l'on évoquait à l'instant sur les modèles économiques. Vous-même, dans votre société Covivo Rouler Malin, vous venez de développer et de présenter un outil révolutionnaire pour l'organisation du covoiturage. Exact. Le paradoxe, c'est que, un, les modèles économiques sont différents, et deux, on voit bien que les plateformes de covoiturage n'arrivent pas à trouver de solutions réelles à la limitation du nombre de déplacements et à la mise en relation suffisante de covoitureurs. On a des pratiques qui fonctionnent très bien donc sur les grandes distances, c'est le modèle de Blablacar. Sur les distances du quotidien, c'est beaucoup plus complexe. Et pourtant, les distances du quotidien, c'est 50% de nos déplacements, 50% des émissions de CO2 liées au transport. Donc on a besoin de trouver des solutions qui soient plus souples, plus simples que ce qu'on propose jusqu'à présent. Et puis c'est aussi des véhicules qui finalement dorment la grande majorité de la journée, soit dans un garage, soit sur un parking, mais en tout cas sont de vulgaires tas de ferraille qui ne bougent pas. Exactement. Donc on a besoin d'optimiser dans le temps, dans l'usage sur la journée. Et on a besoin aussi de trouver des solutions qui vont favoriser le développement du covoiturage. Donc on pratique chez Rouler Malin, on a une plateforme de covoiturage comme Blablacar, mais sauf qu'elle est gratuite, puisqu'on a un modèle économique qui est différent. Donc pour le grand public, c'est gratuit, roulermalin.com. Et puis, il nous manquait, de notre point de vue, un outil qui va favoriser le covoiturage à l'organisation d'événements. Alors là, des événements, on est tous concernés. Le mariage. Vous faites un mariage... Vous êtes jeune marié, vous voulez que les gens se déplacent autrement tous avec leur voiture, ou que les gens se rencontrent pour venir au mariage. Comment on organise ça simplement, sans avoir à se connecter sur une plateforme comme la nôtre? Il y a des solutions, c'est covieevent.org. Vous organisez une formation, vous faites déplacer des collaborateurs de la France entière pour se rendre sur le lieu de formation. Comment vous faites pour organiser simplement un covoiturage entre collaborateurs qui ne se connaissent pas pour qu'ils viennent sur la formation? Vous faites un colloque, vous faites une fête privée, un anniversaire, du sport, vous organisez le déplacement sportif dans votre club de sport, vous voulez aller au culte, à la messe le dimanche, comment vous faites quand il y a moins en moins de messes pour organiser simplement le covoiturage pour ces événements-là? Oui, en fait, nous sommes tous confrontés tous les jours peut-être à des déplacements que l'on pourrait ou que l'on doit réaliser à plusieurs. Exactement. Et j'ai encore pas cité tous les exemples de réunions et rendez-vous politiques d'assemblée générale dans tous les sens où chacun vient avec sa voiture pour expliquer que l'acte prioritaire, c'est le développement durable. Alors, Covievent n'existe pas pour l'instant, sauf que vous l'avez créé, vous, Mathieu Jacot, dans votre société, Covivo Rouler Malin. Comment ça se traduit matériellement, concrètement, si je veux profiter de cet outil? Alors ça reste un outil Internet, mais extrêmement simple. Je suis organisateur d'événements, je déclare mon événement, la date, le lieu, et j'obtiens 2 liens. Un lien d'administration et un lien que je vais partager avec tous mes invités. Donc le même système, pour ceux qui connaissent, que Doodle ou Framadate, pour ceux qui sont dans le logiciel. Pour fixer une réunion. Voilà. Donc on planifie des réunions et on va envoyer un lien à tous les gens qui doivent participer potentiellement à cette réunion pour qu'on arrive à trouver la date commune. Et bien là, c'est exactement la même chose en covoiturage. On a ce lien, on l'envoie à tous les participants pour leur dire on s'organise ensemble sur cette page en temps réel. Et dès qu'il y a un mouvement sur l'organisation du covoiturage, elle se voit sur cette page. Et donc on va trouver là des gens qui vont déclarer le lieu d'où ils partent, qui vont déclarer s'ils sont plutôt passagers ou s'ils vont plutôt prendre leur voiture. Et puis, on va voir des voitures vides, on va voir des passagers, on va avoir la possibilité de prendre un passager, de le mettre dans la voiture, ou de le sortir d'une voiture parce qu'on va voir qu'une autre voiture est plus intéressante. Et à la fin, sur votre page... Peut-être aussi de faire une partie du trajet en train ou avec un autre moyen de transport. Tout est possible, ça va se voir matérialisé de manière très simple. Quelques pictos sur la carte pour voir d'où partent les gens, où ils vont, pour se dire, tiens, mais lui, est-ce que je peux le prendre ou pas? Est-ce que je le mets dans ma voiture ou pas? Et à la fin... le conducteur, dès qu'il se passe un mouvement sur sa voiture, est alerté. Tiens, tu as un nouveau passager. Tiens, il y a un tel qui est plus ton passager, mais tu en as un autre. Donc, les passagers, pareil, dès qu'ils trouvent une voiture, ils sont alertés par email. Et à la fin, on va pouvoir concrètement et simplement, sans inscription, sans déclarer d'informations très compliquées, organiser ce covoiturage de manière privée. Parce que la limite, c'est que si on partage le lien avec la Terre entière, il y a des petits rigolos qui vont faire n'importe quoi. Mais pour un événement, entre guillemets, privé, avec liste limité d'invités, jusque 100, 200, 300 personnes, on va pouvoir organiser ces équipages de covoiturage. Rappelez-nous, Mathieu Jacot, l'adresse internet de votre service.
covievent.org. COVIEVENT.org. Nous sommes juste à côté, pourquoi pas nous parler, je ne vais pas vous manger, il n'y a aucun danger, un moment partagé, quelques mots échangés, un sourire bien poli, un bonjour, un merci. Dans les transports en commun, c'est chacun dans son coin, faut surtout pas se mélanger, malgré la proximité. Un bonjour, un merci, un sourire bien poli, que fais-tu dans la vie s'il vous plaît? Non merci, je dis tu, vous dites vous, ça me tue, je l'avoue, vous dites-vous que j'ai tu mon respect envers vous. Dans les transports en commun, c'est chacun dans son coin, faut surtout pas se mélanger, nous on préfère téléphoner. Un couloir de métro où l'on s'est arrêté, elle s'est mise à chanter, il l'a accompagné pendant quelques instants, le temps s'est arrêté, c'est en prenant ce temps que l'on peut partager. Dans les transports en commun, c'est chacun dans son coin, faut surtout pas se mélanger, malgré la proximité. Nous sommes tellement distants, tellement intolérants, que le rire d'un enfant nous fait grincer des dents. Les transports en commun où rien ne l'est vraiment, on lit le quotidien, nous ignorons chacun le quotidien, c'est nous pas le cours du dollar, le quotidien c'est tout sauf un jeu de hasard. Dans les transports en commun, c'est chacun dans son coin, faut surtout pas se mélanger, malgré la proximité. Allez! À côté, pourquoi pas nous parler, je ne vais pas vous manger, il n'y a aucun danger, un moment partagé, quelques mots échangés, un sourire bien poli, un bonjour, un merci. Dans les transports en commun, c'est chacun dans son coin, faut surtout pas se mélanger, malgré la proximité. Éric Mutschler. Paroles et musique, Patrick Vivarès, extrait de l'album Transport en commun, avec une très jolie vidéo réalisée par Gilles Sorlin en partenariat avec l'école Studio M de Limonest, c'est à côté de Lyon. Mathieu Jacot, directeur de la société Covivo Roulet Malin, de mon temps, ça ne nous rajeunit pas. On ne parlait pas de Blablacar, on ne parlait encore moins de mobilité partagée, on tendait tout simplement le pouce et on faisait du stop. On pourrait dire quelque part que l'autostop, c'est un peu l'ancêtre de finalement cette réflexion qui aujourd'hui atteint un niveau de réflexion plutôt élevé. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de tendance dans la mobilité ? Oui, il y a des tendances parce qu'on cherche des solutions et très clairement, le stop a disparu, c'était une question de confiance en fait, hein. On avait une confiance qui pouvait s'instaurer, qui pouvait permettre de prendre des gens facilement en autostop. Aujourd'hui, globalement, pour des raisons de sécurité, cette confiance a disparu. Donc on va réinventer des systèmes qui vont permettre de rétablir cette confiance. Ce n'est pas forcément très sophistiqué. On peut très bien rétablir de la confiance en faisant des nouvelles formes d'autostop. On parle de covoiturage spontané, d'autostop participatif. C'est simplement indiquer qu'une personne fait partie d'une communauté et que ce n'est pas par hasard si à un moment donné elle tend le pouce. Et donc on rassure le conducteur qui lui connaît cette communauté et va pouvoir prendre la personne. Alors elle le reconnaît par un signe distinctif, une ardoise, un chapeau de couleur, un signe qui va être autre chose qu'un pouce tendu, puis un autocollant sur la voiture. Et c'est la communauté en fait qui s'auto-régule d'une certaine façon. Exactement. Et donc là, on va pouvoir recréer du lien et refaire du transport différemment, autrement. On va avoir après des systèmes beaucoup plus complexes dont on est aussi des défenseurs et des développeurs. Nous, on a beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle le covoiturage temps réel. Là, donc, c'est l'apport des smartphones
dans la mobilité. Ce sont des véritables assistants de mobilité personnelle. Et donc le smartphone permet de dire où nous sommes, de savoir comment on peut se rendre à un endroit et de partager quelque part son itinéraire pour voir s'il est compatible avec l'itinéraire d'un autre. Donc c'est ce que nous avons développé dans le covoiturage temps réel. Et ce sont des tendances globales que l'on retrouve, y compris dans les transports en commun ou dans l'usage du vélo, tous les usages de réservation qui vont se faire grâce au smartphone. Donc ça, c'est une tendance, l'utilisation du smartphone. Et là, on est dans un cap supplémentaire, c'est que jusqu'à présent, la voiture était déconnectée, c'était un lieu déconnecté du reste du monde. Et c'est aussi un des grands attraits et succès de la voiture, quelque part, c'est l'espace de liberté où on est tranquille, on écoute sa radio et on vit sa vie. Là, je sens que vous allez nous annoncer, Mathieu Jacot, la fin de la liberté de l'automobile. Alors, vaudrait mieux ne pas le subir, mais ça peut être une tendance, parce que c'est déjà le cas. Sur Paris, les questions se posent de savoir comment on peut limiter l'accès au centre-ville de Paris. D'autres villes l'ont fait avant. Bien sûr, on pense à Londres, mais d'autres, Göteborg ou d'autres villes où on n'aura pas la possibilité de se déplacer librement. Donc, on va avoir du péage urbain. Voilà. Et donc, on voit bien que ce véhicule isolé du monde, c'est plus possible. Parce qu'on a besoin d'informations quand on est dans le véhicule. Et puis, l'environnement extérieur a besoin d'avoir d'informations sur ce véhicule. Donc, une des tendances fortes, c'est quand même ce véhicule connecté. Quand vous dites connecté, Mathieu Jacot, ça veut dire que le véhicule transporte des capteurs avec capte de l'information et puis va la retransmettre à distance à des systèmes qui vont l'analyser et qui, eux, vont redistribuer cette information à divers usagers ou pour divers usages. Exactement. Donc on a de l'information qui va servir par exemple à prévenir l'infrastructure qu'il y a un accident et donc on va savoir qu'il y a un accident dans 1 km ou 2 km qu'on va pouvoir anticiper. Voilà un exemple de communication. On va être connecté pour avoir de l'information sur le trafic routier. Alors ça existe depuis quelques temps, mais on va aussi émettre de l'information pour détecter qu'il y a du trafic. Avant, on reposait avec des caméras, il y avait des systèmes très complexes pour savoir qu'il y avait du trafic routier. Maintenant, votre smartphone, votre géolocalisation, votre système de navigation va émettre de l'information qui va être récupérée par des gens qui vont la traiter et qui vont permettre de redistribuer cette information. Est-ce que le public aujourd'hui, l'automobiliste, précisément, Mathieu Jacot, avec sa culture de la liberté, vous l'avez dit, on a beaucoup écrit sur la symbolique de la voiture. Est-ce qu'il est aujourd'hui en France culturellement prêt à accepter cette intrusion finalement de l'informatique, on pourrait dire, dans le cockpit du véhicule, d'être comme ça un agent d'information de la collectivité et puis est-ce que ça ne pose pas aussi quelque part un problème finalement de liberté individuelle ? Alors, c'est une difficulté, et donc la question, c'est de savoir qui est en capacité et qui doit traiter ces informations-là. Moi, je ne suis pas contre l'idée qu'à un moment donné, on puisse avoir des gages de confiance pour conserver la liberté sur sa donnée, qu'elle ne soit pas la propriété d'une entreprise qui va l'exploiter et la conserver vitam aeternam. Donc, ce sont des vrais enjeux quasiment éthiques qui se posent, mais c'est aussi lié à l'usage privé du véhicule. Si on considère le véhicule comme un moyen de transport, à ce moment-là, notre interaction avec la donnée que l'on émet, dont nous sommes propriétaires, va être différente. C'est-à-dire que si à un moment donné je suis dans l'usage, je vais pouvoir aborder différemment cette protection de la vie privée. Ce que je comprends bien, Mathieu Jacot, dans votre discours, c'est qu'on est aussi vraiment en pleine réflexion, en pleine évolution, grâce à la technologie, mais qui pose d'autres problèmes, on vient de le voir, mais en même temps, on voit bien qu'on cherche de nouvelles solutions. Dans un futur proche, les voitures pourront communiquer entre elles et même avec l'infrastructure. L'intérêt, ce sera de pouvoir par exemple signaler le passage d'un véhicule prioritaire, mais aussi d'avertir de la présence de verglas sur la route tous les autres conducteurs aux alentours. Autre cas de figure, un véhicule accidenté ou en panne peut être détecté et localisé sur une carte avant même d'arriver sur les lieux, et l'information sera ensuite répercutée. Le dialogue va également s'instaurer avec les feux tricolores, d'une part pour synchroniser la vitesse en ville, mais aussi pour être prévenu si un autre véhicule brûle le feu rouge. Le véhicule connecté est un autre levier puissant pour améliorer la sécurité sur les routes. Mathieu Jacot, ce que l'on vient d'entendre dans cette vidéo qui présente le véhicule connecté
d'aujourd'hui et de demain, publié sur le site de l'Observatoire véhiculesentreprise.com. C'est un peu assez proche finalement de ce que vous réalisez comme prestation, comme service dans votre société Covivo Rouler Malin. Oui, exactement. Au départ, nous avons travaillé sur les systèmes d'information à partir de données planifiées, communiquées par les conducteurs, les passagers. Petit à petit, on a mis un smartphone dans les véhicules et donc on a récupéré les informations que pouvait nous communiquer le smartphone du passager ou du conducteur. Et puis la tendance maintenant, c'est d'utiliser directement les informations que peut remonter le véhicule lui-même. Alors, on a développé des services de covoiturage en interne dans les entreprises. Les collectivités locales ont développé des services de covoiturage pour leurs habitants. Et le paradoxe qui nous a été remonté, sur lequel on a pu avoir un système à proposer, c'est qu'on nous disait, mais on propose du covoiturage aux habitants, mais nous, quand on se déplace pour aller d'un point du département ou de la région à un autre, on se retrouve à 3 services différents, 3 voitures de service, à avoir fait 100 km chacun sans avoir pensé qu'on pouvait y aller ensemble. Donc il y a des solutions qui existent, on vient d'en parler avec covieven.org, mais il y a aussi des solutions en interne dans l'entreprise, sans forcément utiliser Covieven, c'est de dire quand je réserve un véhicule, est-ce que je peux réserver le véhicule de telle manière à optimiser la disponibilité de l'ensemble du parc de véhicules pour mon entreprise et éventuellement proposer du covoiturage quand 2 personnes vont aller au même endroit ou à un endroit compatible. Donc c'est ainsi qu'on a travaillé sur l'optimisation du planning, de la gestion des flottes de véhicules. Donc optimisation du planning, covoiturage d'entreprise, entre collègues. Et puis de plus en plus, nos clients nous ont dit mais c'est bien, je limite mon nombre de déplacements, je fais du covoiturage professionnel, j'optimise mon planning, je mets le bon véhicule aux bons besoins, aux bons déplacements, je mets du véhicule électrique sur des déplacements courts, du véhicule thermique diesel qui pollue beaucoup mais qui est plus confortable sur des déplacements plus longs, tout ça c'est parfait. Mais maintenant, je deviens feignant et j'aimerais bien avoir les informations sur ce qui se passe vraiment dans les véhicules sans forcément que j'aille revoir ce qu'il y a dans le carnet de bord, ce qui a pu être noté par les agents ou les collaborateurs sur le carnet de bord qu'on a saisi à la main. Donc le véhicule connecté, justement, permet de récupérer des informations directement. Donc des informations de géolocalisation, le kilométrage du véhicule, savoir le niveau de carburant, savoir s'il faut refaire le plein ou pas quand un véhicule est rendu. En réalité, Mathieu Jacot, tous ces services-là existent déjà à toute petite échelle sur un tableau de bord. Lorsque, par exemple, la jauge vous annonce qu'attention, on va manquer d'essence, que vous roulez à telle vitesse ou que vous consommez telle quantité de carburant sur une moyenne d'une distance, tout ceci existe déjà, mais à toute petite échelle, en fait, ce que vous proposez, et ce qui est en train de se faire dans le véhicule connecté, c'est d'aller chercher encore plus loin de l'information dans tous les moindres détails et de faire remonter tout ça et de voir comment tout ça s'interconnecte finalement. Exactement, c'est récupérer en temps réel, si on le souhaite, les informations qui sont disponibles sur le tableau de bord et puis les agréger et les traiter pour optimiser globalement, une fois encore, la mobilité. Mathieu Jacot, dans une perspective de développement durable, de lutte contre le réchauffement climatique, d'émissions de gaz à effet de serre, bien sûr, on voit bien tout de suite l'importance et l'intérêt de ce genre de démarche. En même temps, l'effet pervers, est-ce que ce n'est pas de se dire finalement, on fluidifie l'usage de la voiture, on évite les bouchons, donc finalement on incite les gens à prendre leur véhicule, puisque tout ça s'harmonise et on produit presque l'effet inverse. Oui, c'est un risque. C'est un risque. Si vous mettez une nouvelle autoroute, il y aura moins de bouchons, il y aura plus de véhicules, plus de transit. Donc on peut favoriser plus de mobilité. Donc on ne peut pas d'un côté optimiser la mobilité au niveau micro sans avoir une politique globale connectée sur l'ensemble de l'environnement et de la politique d'urbanisme ou d'infrastructure. Mais alors là, pour le coup, est-ce que cette connexion-là entre le micro et le macro, est-ce qu'elle existe? Parce qu'elle devrait être le fait des pouvoirs publics du coup. J'imagine que les acteurs privés, tels que vous, Mathieu Jacot, travaillez bien sûr dans l'intérêt de votre société, aussi dans l'intérêt général, néanmoins, c'est pas votre niveau de préoccupation, c'est plutôt le niveau des élus. Est-ce que cette interconnexion-là se fait? Alors pas toujours, mais il y a une tendance qui se fait au niveau des villes, ça se fait quand même, ce qu'on appelle les smart cities. C'est comment on gère et on optimise la gestion de l'énergie sur une ville ou une agglomération
en captant un certain nombre d'informations et en traitant ces informations. Donc ça se met en place au niveau des villes. Par contre, il y a un gros trou dans la raquette, c'est-à-dire que sur tout ce qui est milieu rural ou interurbain, là c'est le no man's land et c'est pas une prise en compte immédiate. Alors on a des outils de planification, ce qu'on appelle les SCOT, un certain nombre de plans d'urbanisme ou de schémas de transport, de mobilité qui permettent de planifier les choses et donc de faire ce lien entre le micro et le macro pour que justement il n'y ait pas d'effet pervers aux solutions très simples que l'on puisse proposer. Barrages filtrants, incendie de pneus, manifestations à répétition. Comme dans d'autres pays d'Europe, la colère des taxis français contre les VTC ne cesse de prendre de l'ampleur et de faire la une de tous les journaux. La guerre entre les taxis et les voitures avec chauffeur. Pourquoi les licences sont-elles si chères? On déréglemente tout. Eh ben, on va tous mourir. On fait 10 heures, pas possible, Péré. Faut nous comprendre. Qu'est-ce qu'elle fait l'État? Elle est là pour nous enfoncer. Beaucoup de taxis ont investi énormément pour leur retraite, pour leur travail, pour leur famille. Et on se retrouve avec des concurrences déloyales, des gens qui travaillent en auto-entrepreneur, qui ne déboursent absolument rien. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Dans ce reportage de France 24, diffusé en mars 2016, la journaliste Achrem Vernien, Mathieu Jacot, explique bien cette transformation qui apparaît dans le transport et dans l'économie du transport avec l'apparition des VTC et le conflit engagé avec les taxis. D'une certaine façon, vous participez complètement de cette évolution pour le pire et pour le meilleur. Oui, c'est vrai que nos outils de covoiturage ont tout de suite été pris comme des services concurrents des taxis. Alors, quand on a développé ces services, on disait « mais vous êtes fous, ça ne marchera jamais », etc. Et puis, c'était plutôt de la méfiance, y compris sur les acteurs des transports en commun. Parce qu'on était à la fois concurrent du transport en commun, concurrent du taxi. En fait, il n'en est rien. Ce sont tous des services complémentaires. Par contre, on avait des outils là, avec le numérique, la géolocalisation de l'offre de transport pour mettre en relation les personnes pour du covoiturage. Cet outil pouvait tout à fait être décliné au niveau des taxis pour faire les VTC avant que Uber ne débarque lui-même en Europe. On retrouve là, Mathieu Jacot, le problème de la culture finalement, où parce que on est ancré dans un système qui fonctionne et qu'on ne voit pas pourquoi on se pose d'autres questions, finalement des acteurs contournent le dispositif et viennent le faire exploser d'une certaine façon. Oui. Alors, en même temps, il faut bien comprendre la situation des taxis. Bien sûr. C'est-à-dire qu'ils ont une licence, ils ont un modèle économique qui est favorisé par l'État avec un certain nombre de quotas sur l'accès à cette licence. Donc tout ça est construit, il y a une stratégie qui est menée pendant des années par l'État, et puis on a un acteur qui vient faire exploser un système bien établi, qui est beaucoup plus vaste que celui d'Uber et du transport, ce qu'on appelle l'ubérisation. Ça touche à notre manière d'organiser le travail, notre manière de prélever de l'argent et des impôts, et donc la manière de proposer des nouveaux services plus économe en énergie. Donc tout ça redistribue totalement les cartes et il est certain que les taxis ne peuvent pas passer à côté de cette évolution. Alors il est dommage qu'ils n'aient pas pu saisir cette opportunité-là avant. Maintenant que les cartes sont redistribuées, c'est comment on sort par le haut. Alors, en réalité, ce n'est pas l'informatique ou la technologie qui est en cause dans cette affaire, c'est tout simplement une différence de traitement économique et financier entre deux acteurs qui ne sont pas confrontés aux mêmes charges. C'est une évidence. Pour autant, ça bouleverse, comme vous venez de le dire, Mathieu Jacot, cette économie-là, du transport en particulier. Oui, et maintenant, je dirais même, il va peut-être falloir passer à l'étape d'après, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se dit, tiens, on va un peu mieux connecter les véhicules, les chauffeurs de taxi ou de VTC avec les demandeurs, avec leur smartphone. Et puis, le paradoxe, c'est qu'on est en train d'élaborer des modèles qui vont d'eux-mêmes peut-être être très vite obsolètes, parce que imaginons que demain, nous soyons sur des véhicules autonomes. Donc là, il n'y aura plus de chauffeur du tout. Alors, ce ne sera pas la question de savoir si c'est un particulier ou si c'est un chauffeur de taxi. La question, c'est une robotisation complète qui fait disparaître le chauffeur de taxi. Donc, il n'y a plus de licence, il n'y a plus de chauffeur, il n'y a plus de particulier qui peut arrondir ses fins de mois en se disant « Tiens, je suis au chôme du et donc il n'y a pas de protection sociale, alors je galère avec un petit boulot et je fais le VTC. » Donc, on va être encore bousculé dans l'étape qui arrive, qui est celle d'après. Alors, on n'en est pas là.
Alors précisément, comment voyez-vous, vous qui êtes expert dans ce domaine-là, Mathieu Jacot, depuis le temps que votre société travaille, comme il vous roulez malin sur ces technologies, en 2 mots, comment voyez-vous l'avenir dans 10, 15, 20, 30 ans sur cette problématique du transport et du déplacement, bien sûr, et de la mobilité? En gros, il y a 2 solutions. Soit on subit et on va faire de la ségrégation, ceux qui vont pouvoir accéder à la mobilité. Donc, je peux me la payer, je peux me payer le péage urbain, je peux me payer la vignette, je peux me payer le prix du véhicule qui va être extraordinairement onéreux. On a par exemple des politiques très agressives sur ces questions-là en Chine. Voilà, donc ça c'est la première. Sans compter le prix du pétrole et du carburant. Exactement, sans compter le prix du pétrole et du carburant. Donc ça c'est la première option qui est de dire c'est l'économique, comme souvent, et c'est sans doute l'option la plus crédible. C'est l'économique qui gouverne. Et puis tant que la pollution n'est pas insupportable et ne détruit pas entre guillemets du PIB, on va laisser faire et puis après ça va se réguler de soi-même et jusqu'à un moment où on va être obligé de réagir et donc on va subir. Voilà. Et on va avoir des populations qui vont être de plus en plus écartées de la mobilité, donc de l'emploi, donc du lien social, enfin de tas de choses. Et puis il y a l'autre solution qui est de dire on anticipe un petit peu ces problématiques. Plutôt que de subir, on va essayer d'anticiper et on peut avoir des politiques de partage, d'offres, de services d'intérêt général, de services publics. On va reconsidérer les infrastructures. Il est évident que tout a été fait pour la voiture individuelle pendant des années. Si on reconsidère les éléments d'infrastructure avec une économie plus centrée sur le partage, on va pouvoir anticiper un certain nombre de problèmes pour que la mobilité soit accessible pour tous. Y compris aussi l'aménagement du territoire qui ne doit pas se limiter simplement à la localisation des bassins d'emploi et des bassins de vie, où finalement, comme à Paris, tous les matins, les gens se croisent parce qu'ils n'habitent pas à côté de leur emploi. On s'aperçoit, Mathieu Jacot, que la question de la mobilité convoque à la fois des problématiques de société quasi philosophiques, idéologiques, politiques. Oui. C'est exactement cela, et donc on a aussi la possibilité de se dire qu'une des solutions, c'est de bouger moins. On n'a pas parlé dans cette émission du télétravail, c'est une réalité, on peut travailler autrement, il y a des limites, mais on voit bien qu'on peut délocaliser les zones d'emploi ou voire créer du lien social sans forcément travailler dans la même entreprise, en ayant des espaces de coworking qui vont permettre de limiter les déplacements, donc c'est aussi des enjeux liés à la mobilité. Du plus loin que l'on se rappelle, la terre était à nous. Et le père du grand-père de mon père, il maniait là-haut. Plus le temps il passe, et moi je me dis qu'on file droit dans la nasse qui appartient à qui. On est sur cette terre une colonie d'êtres parasitaires, une vraie maladie. Allez! Se rappelle, les graines étaient à nous. On s'est donné de père en père, et ainsi jusqu'à nous. Puis vinrent les Monsanto, les veaux sans terre, qui trafiquent les graines, les ensorcellent. Toujours plus grands les champs, plus d'engrais de chimie. Manger ton temps me peint, tiens donc il ne sent plus rien. Hey! 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 Aussi loin qu'on se rappelle la terre fut à nous. Et le père du grand-père de mon père nous prendrait pour les fous. La terre brûlée sans fièvre et des cicatrices. La lèvre a progressé bien loin dans les forêts. Mais il n'est pas trop tard et dans mes enfants je vois la belle lueur, promesse d'un changement. Allez!
le choix que le risque l'appelle, que le drame compte en nous. Même le père du grand-père de mon père se fait entendre en nous. L'argent se compte en heures, le soleil, le vent montre le chemin, évitant qu'il est temps. Partout se lèvent des frères, des poésies. C'était Marchand de graines, une composition du groupe lorrain Elixir. Ce choix, Mathieu Jacot, n'est pas vraiment un hasard. Oui, c'est un morceau du groupe dans lequel je joue, donc c'est un plaisir de pouvoir le diffuser un peu plus largement que dans nos traditionnels bals folk. Et on peut être comme ça, chef d'entreprise, Mathieu Jacot, chef d'entreprise, d'une société de mobilité, et travaillant sur l'ingénierie de la mobilité, comme Covivo Roulet Malin, et s'intéresser comme ça à la musique folk. Oui, bah alors après, on a tous nos loisirs, nos passions, ce qui nous motive au quotidien, et on a parfois la chance de faire autre chose que d'être motivé uniquement par son travail, ce qui est mon cas. J'ai un travail passion, et j'ai aussi d'autres loisirs le week-end passion, et la musique est une manière aussi d'aborder d'autres thématiques, de s'évader, de se reposer. Enfin déjà, Mathieu Jacot, vous rêviez comme ça de travailler dans la mobilité, je vous taquine bien sûr. Non, pas du tout. Je n'imaginais pas que j'en arriverais là. En plus, j'aime pas l'informatique. C'est un paradoxe. Hein. Mon métier, c'est l'informatique. Alors certes, j'ai une formation d'ingénieur. J'avais fait un tout petit peu d'informatique, mais ça me donnait des boutons. Et j'espérais ne jamais avoir besoin d'utiliser ces outils-là. Mais bon, on est vite rattrapé par la réalité, l'évolution. Et après, ça a été une opportunité de se dire, tiens, à partir du moment où on a des outils... les outils en soi ne sont pas forcément mauvais. C'est qu'est-ce qu'on en fait, hein. Quel a été le déclic? À quel moment s'opère cette découverte peut-être des enjeux de la mobilité? C'est parce que je travaillais dans l'industrie automobile, j'étais chez un équipementier, que j'avais envie de donner du sens à ma vie et à mon travail. J'avais vraiment envie que mon travail soit en cohérence avec mon projet de vie. Donc la planète, la protection de la planète, et utiliser ses talents ou ses compétences pour essayer à son niveau de diminuer les émissions ou de protéger la planète, c'était un petit peu ce qui pouvait faire corps et donner sens à ma vie et à mon projet professionnel. Donc travaillant chez un équipementier automobile où les enjeux c'était de diminuer les émissions de CO2. Donc pour rien vous cacher, j'ai travaillé dans une entreprise qui faisait des tuyaux et il fallait limiter les émissions qui pouvaient passer à travers les tuyaux en plastique, émissions de carburant notamment, donc avec toutes ces normes qu'on appelle Euro 4, Euro 5, Euro 6, etc. Et je me disais, mais je passe ma journée à essayer de placer ou de vendre des produits qui vont émettre peu de gaz, hein, globalement, et puis on va travailler sur toutes ces normalisations pour diminuer les émissions de CO2, alors que je prends tous les jours ma voiture pour me rendre au travail, et je constate autour de moi que, je suis tout seul, et autour de moi, ils sont tous tout seuls, et on n'arrive même pas à communiquer les uns avec les autres. Là, ça fait un peu tilt. Je me dis, tiens, je cherche aussi à être autonome dans mon métier, à développer mon activité et être créateur d'entreprise. Donc tout ça, c'est un peu percuté ensemble, et c'est là que j'ai eu l'idée de se dire, tiens, on pourrait simplement faire du covoiturage en temps réel avec la géolocalisation, un concept complètement... Ça veut dire, Mathieu Jacot, que tout ça, c'est une lente progression, une prise de conscience, peut-être pas, mais en tout cas, cette perspective de création d'une société, ça ne vient pas du jour au lendemain, ça se construit, ça s'élabore. Oui, alors... Après, il y a des tas d'écoles de formation. Moi, j'ai plusieurs écoles de formation, la famille comme beaucoup, l'école comme beaucoup, et puis j'ai beaucoup milité dans des mouvements d'éducation populaire, où cette prise en compte de notre capacité d'individu à être force de transformation sociale a été très présente dans ma jeunesse. Et j'ai aussi un environnement familial qui a beaucoup travaillé sur les enjeux écologiques. Je viens d'un tout petit village, la ferme de mon grand-père a été transformée en ferme en agriculture biologique. Et donc ce sont des choses qui marquent ma jeunesse et qui aujourd'hui ont permis de faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire de se dire moi aussi je suis capable, avec cet environnement favorable qui a été le mien de ceux qui nous ont précédés, et c'est vrai pour des tas de gens, de faire aussi des choses pour le collectif et pas uniquement pour ma seule personne. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Mathieu Jacot, directeur de Covivo Roulet Malin, c'est le moment de votre choix. On écoute.
rassemblement de tomates illégales repérées par satellite. De l'humour et de l'amour. On n'a pas le droit de commercialiser en France des petites semences issues de l'agriculture biologique parce que non répertoriées au catalogue officiel. C'est pas beau la vie? Donc tout ce que vous avez vu sur le stand, c'est illégal. Alors expliquez-nous ça plus concrètement pour que tout le monde comprenne. Venez, on va s'avancer, on va se mettre devant les plantes. Oh, mais c'est Regardez comme c'est beau ça. Voilà, ce sont des artistes, des éco-concepteurs. J'ai vu comment ils construisaient ça, c'est merveilleux. Et alors on va se mettre comme ça pour qu'on vous voit. J'aime bien me promener Voilà. avec ma photo. C'est ma photo ça. On a que 970 variétés de tomates différentes à Cocopelli. Des rouges, des jaunes, des vertes. Et, voilà. Et tout ça, c'est illégal. Jocelyn, il faut que vous nous aidiez à comprendre ce que c'est que Cocopelli déjà. Une association qui permet le sous-titre pour la libération de la semence et de l'humus. On travaille avec 27 producteurs de semences bio en France qui produisent de la semence. On imprime nos sachets nous-mêmes et on permet ainsi aux gens d'avoir accès à une semence qui est variété fixe, variété pure, semence bio, donc reproductible. C'était Jocelyn Moulin, trésorier secrétaire de l'association Cocopelli, qui œuvre pour la libération de la semence et de l'humus et la protection de la biodiversité alimentaire, qui rassemble toutes celles et tous ceux qui souhaitent préserver le droit de semer librement des semences potagères et céréalières de variétés anciennes ou modernes, libres de droit et reproductibles, diffusées sur latelélibre.fr. C'était en 2008, un sujet encore d'actualité, Mathieu Jacot, mais je ne parviens pas à savoir si c'est un coup de cœur ou un coup de gueule. Bah, figurez-vous que c'était parti pour être un coup de cœur, parce qu'on parle d'une vidéo, d'un son de 2008, et en 2016, le 22 juillet 2016 exactement, enfin, les semences paysannes vont pouvoir s'échanger, certes, mais aussi être vendues. C'est-à-dire que l'on va pouvoir utiliser une semence paysanne, l'acheter, la planter, et l'année d'après garder une partie de sa récolte pour la replanter. En fait, faire ce que font les humains depuis 10 000 ans, en gros. Exactement. Et le paradoxe, c'est que on ne pouvait pas tant que ça. C'est-à-dire que je ne veux pas rentrer dans les détails, je ne suis pas un expert du milieu. Vous aurez d'autres invités qui le feront bien mieux que moi. Mais en gros, le paradoxe, c'est que vendre des semences paysannes, c'est-à-dire qui ne sont pas hybrides, qui permettent de se reproduire d'année en année, qui porter du fruit d'année en année, le fait de les vendre était interdit. Et on a prouvé que cette politique, menée depuis des années, limitait la biodiversité. Donc grand coup de cœur, 22 juillet, la loi est votée, et donc on a, sur la loi sur la biodiversité, on a un article qui donc permet de vendre des semences paysannes qui jusque-là ne pouvaient pas forcément être vendues. Ou alors, c'était réservé à un certain nombre d'acteurs avec une liste, là, je ne veux pas rentrer dans le détail, une liste sur laquelle on identifie des semences qui peuvent être vendues. Et donc on avait une limitation. Et puis, coup de gueule, en fait. Gros coup de gueule, grosse colère. Grosse colère parce qu'en fait, un certain nombre de députés et sénateurs, je ne sais plus si députés, sénateurs, peu importe, mais c'est assez agaçant, a porté la loi au Conseil constitutionnel. On est dans un état de droit où effectivement un certain nombre de choses, et notamment les députés, peuvent dénoncer, les députés ou sénateurs peuvent dénoncer une loi pour voir si elle respecte la Constitution, et patatras, le Conseil constitutionnel rend son verdict, et on ne peut plus. C'est-à-dire que quelqu'un qui voudrait vendre des semences paysannes qui ne sont pas sur cette liste de certain nombre de semences autorisées ne peuvent plus les vendre. Voilà. Donc on voit bien le jeu de lobby qui s'est opéré, et c'est pas un problème de droite ou de gauche. Parce que on va citer des noms, on est dans un coup de gueule, allons jusqu'au bout. Allons-y. En local, si on parle par exemple de la Lorraine, mais vous irez voir sur les sites internet, c'est très important de savoir ce que votent nos députés et à quel lobby ils réagissent. Donc député ou sénateur, je ne sais plus, de gauche, Evelyne Didier soutient le premier texte sur la biodiversité. Député, je crois, de droite, François Grosdidier soutient le projet sur la biodiversité. Et puis, patatras, qui est-ce qui porte au Conseil constitutionnel le texte pour que cet article, notamment, soit abrogé? Eh bien, on a M. Grémillet, sénateur, je crois, M. Longuet, sénateur. Enfin, voilà, je tombe des nues de voir que des acteurs, des militants se sont battus pendant des années pour qu'on ait simplement le bon sens de pouvoir ressemer
des semences paysannes, les récolter comme on le fait depuis des années et des années. Et donc le fait des millénaires. Des millénaires. Et donc cet espoir, cette lutte de dizaines d'années vient d'être à nouveau mise à plat, par terre. Alors évidemment, il y a toujours des choses possibles, ne noircissons pas le tableau, soyons très objectifs. Un paysan peut récolter ses semences et puis les ressemer d'année en année. Le problème, c'est que s'il en veut une nouvelle et qu'il veut l'acheter, il ne peut pas. Il faut que ce soit quelqu'un qui lui donne. Vous voyez le paradoxe dans lequel on est. Je fais le lien entre votre coup de gueule, coup de cœur, mais ça semble quand même beaucoup plus à un coup de gueule. Mathieu Jacot, on sent bien la passion, sans doute à juste titre, que vous mettez dans votre propos, mais bien sûr, ça fait écho à l'achat par Bayer du géant Monsanto, avec une concentration à la fois de multinationales qui sont spécialisées plutôt dans les pesticides et d'autres plutôt dans les semences. On voit bien qu'on va vers une forme à la fois de privatisation et d'uniformisation, là pour le coup, de l'agriculture et donc de l'alimentaire. Oui, et c'est pas anodin que ce soit Bayer, un groupe européen qui mange Monsanto, un spécialiste de l'OGM qui ont du mal à être acceptés en Europe et notamment en France. Et on vient de parler des lobbies sur les semences, donc on voit bien que la force du lobby Bayer va être extrêmement puissante. Jusqu'à présent, on pouvait encore dire « Ah, le méchant diable Monsanto américain », ça pouvait porter dans l'opinion publique. Mais maintenant, on va parler du méchant Bayer allemand, voisin, et là, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est pour ça que c'est très important aussi d'être attentif sur le choix qui sont faits par nos représentants nationaux et de voir quel lobby ils subissent, parce que les lobbies c'est dans les deux sens. On peut être une association et faire du lobbying, il n'y a pas de mal. Donc les assos font du lobbying et Bayer fait du lobbying. Mais aujourd'hui j'ai quand même l'impression que c'est Bayer qui va gagner parce que les moyens sont quand même pas les mêmes. Merci Mathieu Jacot pour cet entretien. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la société Covivo Roulet Malin à Nancy. Mathieu Jacot, que peut-on vous souhaiter pour les temps à venir ? Bien, on s'est rencontrés sur un nouvel outil pour développer le covoiturage. J'ai osé dire qu'il était révolutionnaire. Donc moi je souhaite que quand on va se revoir, j'espère prochainement, on pourra dire que chaque auditeur a pris en compte la nécessité d'organiser le covoiturage avec covievent.org. En rappelant que l'usage de ce service, Mathieu Jacot, est totalement gratuit et pas de publicité déguisée, c'est totalement gratuit. Et pour en savoir davantage sur votre activité, www.rouletmalin.com. Pour réagir à cette émission, nous proposer des invités ou des sujets, écrivez-nous à contact@durablementvôtre.fr.